nationale. Récemment, les députés sont allés voir le secrétaire général de l'UDPS, votre parti, pour suggérer une démarche sous-entendant une révision possible de la Constitution ou un changement complet de la Constitution. Vous êtes d'avis? Moi, je suis clair. Moi, je suis clair comme d'abord enseignant, comme politique. Je suis un avocat, un praticien de droit. J'ai contesté cette constitution au moment de son adoption en 2006. Et moi, j'ai eu des réserves claires sur cette constitution qui nous suivent en fait. Si aujourd'hui, depuis que nous avons adopté cette constitution, nous avons chaque année une guerre, c'est bien évidemment que la constitution n'a pas fait ce qu'elle était supposée faire. Parce que lorsque nous enseignons le droit public, il y a ce qu'on appelle les sources de droit, il y a les facteurs de droit. Si nous avons adopté cette constitution, le but principal, ce qui a traversé nos cerveaux, c'était qu'on mette fin à l'idée qu'une personne se lèverait un jour pour prendre les armes et faire la guerre. À partir du moment qu'un citoyen, après l'adoption de cette constitution, est allé prendre les armes pour faire la guerre, c'est bien évidemment que la constitution a connu son premier échec et qu'elle présente des failles qu'il faut, à mon avis, je dis à mon avis, corriger. On peut tout dire, mais j'estime qu'elle a cela de faible. Est-ce que le moment est opportun, sachant que nous lorsque le texte mère, qui est le socle de notre coexistence, de notre existence commune, pose des problèmes irrésolus de cette nature-là, je crois que tout le reste que nous faisons peut avoir des problèmes. Il est assez important qu'un jour, en tout cas, je crois qu'on finira par là. Bon, dites-moi, après tout ce qui se passe ici, les gens ont pris les armes, ils ont ignoré cette constitution, ils ont pris les armes pour tuer, pour violer, pour exiger de prendre le pouvoir par les armes. Et après, vous dites que la constitution, elle fait comment? Elle est toujours la même, elle est toujours normale, même lorsqu'elle a permis aux gens de s'en réclamer pour prendre les armes et faire la désolation. Est-ce que les gens qui prennent des armes, là, ils se réfèrent à la Constitution? Mais lorsqu'ils vous parlent de la Constitution. Et pourtant, ils sont contre la révision de la Constitution. J'ai dit qu'ils vous parlent de la Constitution. Et ces gens ne sont pas contre la révision de la Constitution. Ils sont pour le changement de la Constitution. Lorsque vous les entendez parler, vous disent on va installer le fédéralisme, ça signifie quoi? Comment vous allez réviser cette constitution et installer le fédéralisme? Parce que pour installer le fédéralisme, il faut toucher aux articles fondamentaux de cette constitution, c'est-à-dire qu'il faut la changer. Et vous ne pensez pas que si vous le faites maintenant, vous leur donnerez raison ou vous leur faciliterez la tâche? Moi, ce n'est pas un problème de quand est-ce qu'il faut le faire, c'est un problème de constater que les facteurs du droit constitutionnel congolais, c'est-à-dire le socle sur lequel l'angoisse existentielle, ce qui nous a poussé à avoir cette constitution, s'est émoussé. Ça a changé, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle comment la clause, le rebus extantibus, changement fondamental des circonstances. Parce que les circonstances sont fondamentalement changées, moi j'imagine qu'il faudra un jour avoir le courage de s'asseoir pour dire que cette constitution n'est pas celle que nous avions pensée, parce que celle que nous avions pensée, c'était effectivement pour conjurer une fois pour toutes le phénomène de la guerre. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est peut-être l'intention cachée d'une révision ou d'un changement de la Constitution qui vous mènerait à la tête du bureau définitif? La guerre a commencé avant que quelqu'un ait dit qu'il faut changer la Constitution, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé de prendre le pouvoir par les armes l'ont fait. L'intention a été là avant que cela ne soit dit, et qu'aujourd'hui, moi je pense que si c'est un projet qui se présenterait devant nous, je me suis toujours assumé, moi comme individu, je dis, c'est ce que je conçois, si c'est un projet qui se présente devant nous, il faut avoir le courage de le regarder en face et de le border, pourquoi pas. Dernière question, avant de vous donner la parole pour clôturer cet entretien. Joseph Kabila a coalisé avec le président Tshisekedi KCFCC au début du premier mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, Joseph Kabila s'est affiché aux côtés des agresseurs à Goma et par la suite, il crée ce qu'il a appelé Sauvons. Il ne s'est pas affiché, c'est le chef de la rébellion, c'est le chef de la bande. Ah. C'est le chef de la bande. Il
les concepteurs, organisateurs, financiers et gestionnaires. Mais il a dit qu'il a vaincu le M23 en 2013 militairement. Et cette version des faits a été dite par les chefs de l'État actuel à maintes reprises. On ne va pas vaincre une rébellion avec laquelle finalement on signe des accords défavorables à la République sur lesquels... Aujourd'hui aussi, il y a des accords de droit qui sont en cours. Vous allez finir par signer. C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on dit on a vaincu une rébellion, encore que ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Lorsqu'on dit qu'on a vaincu, on a vaincu. On ne va pas vaincre une rébellion et puis on signe des accords défavorables à la République. Mais nous l'avons dit, nous étions dans l'opposition. Nous l'avons dit, nous l'avons assumé, nous avons affirmé que le M23 c'était Kabila. C'était sa stratégie de pillage des ressources de la RDC, malheureusement en complicité avec un pays étranger qui agresse pratiquement le pays. Et pour ses petits intérêts d'enrichissement honteux, Kabila s'y est prêté, tout son règne s'y est prêté. C'est ce qui a fait qu'il n'a rien fait dans ce pays-là. Aujourd'hui, moi, je vous ai toujours dit que vous pouvez aller dans ma province, Kasaï central, pendant 18 ans de Kabila, si vous me montrez 1 mètre carré de peinture sur les murs réalisé par Kabila, je déchire mes diplômes. Mais il a coalisé avec vous. La question c'est, quel est le petit commentaire que vous avez à mettre sur la création de Sauvons le Congo? Parce que en parallèle, le M23 s'est exprimé et s'est désolidarisé de Kabila en disant qu'ils n'ont jamais été ensemble. Et pourquoi ils créent son mouvement? Ce sont des subterfuges. Et regardez le type d'homme qui l'accompagne dans ça. Monsieur lui vous a dit pendant 18 ans qu'il n'a pas réussi à changer l'homme zaïrois en congolais, il n'a trouvé personne de qualité autour de lui, il cherchait 15 personnes qu'il n'a pas eu. C'est comme ça qu'il s'entoure maintenant des gens qui ont été capables d'avoir 500 voix dans leur circonscription et les personnes avec lesquelles il est allé se réunir à Nairobi qui ne représentent rien dans l'échiquier politique congolais. C'est donc une sorte de blacherie. Et il tente maintenant, pour avoir été clairement découvert qu'il était le mentor, le créateur, le gestionnaire, le financier du M23, il tente d'aveugler les gens. Aujourd'hui, un dialogue peut inclure Joseph Kabila, un dialogue comme les gens des Cinco le demandent, les Fayoulou et consorts. Si aujourd'hui Kabila revient à la table et demande un dialogue, est-ce que l'Union sacrée, l'autorité suprême... Mais lui, il va dialoguer combien de fois? Il y a déjà un dialogue auquel il participe à Doha, comme chef du M23, il a une délégation à Doha. Ah, là vous nous apprenez. Mais il a une délégation à Doha, c'est lui le patron du M23, il a déjà... Même s'il est ni... Oui, mais est-ce que c'est un pomme de le nier ou c'est ce que vous savez? Est-ce que vous l'ignorez? Vous savez que c'est lui le patron du M23. Honorable, on va clôturer. Une petite question issue de vos réponses, c'est que de part et d'autre, le mot dialogue s'est fait entendre à maintes reprises. À Kinshasa, les évêques de Cinco qui sont un peu allés voir les terroristes et à Goma. Aujourd'hui, le président dit qu'il ne peut pas avoir de dialogue en dehors de son initiative, mais tout semble corroborer pour emmener à un dialogue. Il y a Boulos qui en a parlé, il y a le ministre des Affaires étrangères, Maxime Privot, où nous sommes ici, qui a demandé la même chose. C'est lui qui a le mandat de ce peuple, il s'appelle Félix Tshisekedi. Ce n'est pas les évêques. Les évêques, ils ont le mandat de leur église. Et les évêques, lorsque vous les suivez, on a tué à Kishiché, vous ne les avez pas entendu parler. On a tué à Goma. Ils sont allés pendant que ça tuait dans la ville de Goma. Ils étaient là en train de rire aux éclats. Ils étaient dans le bonheur de rencontrer des personnes qui jugeaient très viables pour avoir fait plus de 10 000 morts à Goma. Les évêques, ils sont sortis pour vous dire, écoutez, il y a une politique contre les populations swahilophones qui n'ont pas identifié quelque part dans ce pays, alors que ceux qui tuent les swahilophones sont à Goma. Les évêques, dernièrement, ils sortent pour vous dire que on a condamné Kabila, alors que c'est quelqu'un qui a organisé une rébellion, qui tue, qui pille, qui viole dans l'est du pays, et ça les intrigue. Mais en aucune fois, les évêques, ils savent aller fêter les anniversaires avec des criminels à Goma, aller prendre du champagne, se réjouir, danser et manger avec des criminels à Goma. En aucune fois, vous les avez entendus
condamner les incendies, condamner les bombardements de cités, condamner les 10 000 morts qui ont été faits à Goma, que le monde entier a reconnu en tant que tel, condamner les massacres de Kichiche. Vous ne les avez jamais entendu dire ça. C'est pourquoi moi je trouve ça normal, c'est relatif d'entendre les gens qui, pour leurs intérêts, ils peuvent choisir ce qu'ils trouvent mauvais, qu'ils pensent que ça ne les avantage pas. Mais lorsqu'il y a de vrais massacres des Congolais, dont même ceux qui tuent se réclament, des évêques, ça n'en parle pas. Il y aura dialogue. Moi, j'estime qu'il y a cette complicité assez claire entre, dire les évêques, c'est beaucoup dire, entre quelques membres de la SENCO et cette rébellion. Il y a une complicité assez claire. Mais l'État congolais n'agit pas efficacement. Par exemple, ils n'ont jamais été interpellés. Il y a des évêques qui ne sont pas d'accord avec ça, et qui sont nombreux d'ailleurs. Vous comptez sur eux, pas sur la justice. Non, je dis qu'il y a des évêques qui sont contre ça, qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas dans ce jeu de complicité contre la République. Ils sont très nombreux, j'en connais autant. Et lorsque vous dites des évêques, il faut savoir que la position d'un diocèse sur des questions nationales n'est pas forcément ce que pense l'Église, parce que les diocèses sont autonomes. Et ils sont plus ou moins 90% les diocèses qui ne sont pas d'accord avec la position d'un ou deux diocèses qui ont choisi de rallier le M23 et de bénir les tueries des Congolais. Honorable Chilumbaï, je vous remercie et je vous demanderai d'adresser une parole, j'allais dire un message de réconfort aux compatriotes qui nous suivent dans l'Est de notre pays. Ils doivent s'assurer que leur Parlement travaille pour la liberté, cette fois-là, claire et définitive de ce pays. Ils doivent savoir que le chef de l'État est plus que jamais engagé et pour que notre souveraineté se conjugue avec notre identité comme nation, du Kivu au Congo central, du Haut-Lomami au Katanga et de partout où se trouve un Congolais. Nous sommes cette unité, nous sommes cette nation. Ils doivent savoir que c'est à cela que le président s'engage. Le prix que nous sommes en train de payer aujourd'hui, que nous déplorons chaque jour, c'est le prix de notre liberté et que la liberté, ça ne va pas se négocier. Je reste convaincu que notre liberté, nous allons l'arracher au prix de nos sacrifices que nous endurons aujourd'hui, et notre peuple doit compter sur la détermination de son capitaine, le président Tshisekedi, qui ne va pas, il l'a promis, reculer devant n'importe quelle intimidation lorsqu'il s'agit de sauver ceux qui sont en détresse. Et que le président a promis qu'après cette guerre, un plan maréchal sera décrété pour l'Est du Congo, qui sera modernisé comme ça s'est fait dans toutes les provinces aujourd'hui. Les routes seront construites, les écoles seront construites, les universités seront faites pour que la jeunesse soit rétablie dans ses droits et dans ce qu'elle attend de plus précieux, son épanouissement, et pour qu'elle soit constituée un avenir pour ce pays. Donc, notre population à Bukavu, à Kichiche, à Goma, à Uvira, notre population à Toyota et partout où notre peuple se bat aux côtés de ces vaillants soldats de FARDC, doit donc germer cet espoir. Nous allons gagner, le Congo va gagner, le Congo restera indivisible. Merci beaucoup, honorable président Chilumbaï, d'avoir accepté de répondre aux questions des chanceliers Tchala News. Nous espérons vous recevoir pour une prochaine fois. Comme vous souhaiterez, moi je suis chez moi à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, je vous